Bonjour. Toujours les deux mêmes animateurs, mais qui ont changé de place. Alors, ça ne se voit pas puisqu'on a toujours les rideaux rouges derrière. C'est le même cadre très agréable de l'Institut d'études avancées. Cet après-midi, on aura une première table ronde qui complétera ce qui a été dit avant-hier et hier après-midi sur les questions des indicateurs et les questions de décision, avec deux interventions très complémentaires sur les mesures d'impact. La première sera donnée par Morgane Colombert, qui est responsable de projet recherche et développement au sein d'Efficacity. Efficacity, c'est l'Institut de transition énergétique de la France, on peut dire, puisque c'est un institut qui est dédié aux villes. Et Morgane nous parlera plus d'évaluation autour d'application des analyses cycle de vie sur les projets d'aménagement urbain. Le deuxième intervenant, c'est Thomas Delahaye, qui est évaluateur au sein de Cadran Conseil et qui parlera plus de l'évaluation à travers des méthodes d'analyse de contribution. Et les deux s'inscrivent vraiment dans la logique de la réflexion que nous menons au sein de l'IEA et l'EIVP sur les questions d'évaluation de la résilience et, au-delà de la résilience, les questions de transition écologique. Alors, ensuite, il y aura une intervention de Serge Tisseron, qui est chercheur à l'Université Paris, il faut que je dise maintenant plutôt l'Université de Paris, plutôt que l'Université Paris Diderot, pour ne fâcher personne. Bien sûr, Serge Tisseron nous parlera plus de sa vision des questions de relation entre la résilience des habitants, la préparation émotionnelle et le rôle que peuvent jouer les politiques publiques dans ce domaine. Ensuite, avec Sadi, on ira plus vers les questions de synthèse. On tentera une synthèse, même si elle peut être très longue et très compliquée à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais on va essayer d'être vraiment synthétique et aller à l'essentiel. Et on clôturera la journée par une intervention en visioconférence par Madame Célia Bleuel, adjointe à la maire de Paris, en charge de la prospective Paris 2030 et de la résilience. Et ensuite, pour les quelques personnes qui sont avec nous pour la première fois dans ce bel endroit, on ira prendre un verre dans un endroit ouvert et accueillant. Je ne vais pas être très long. Sadi, si tu veux rajouter quelque chose, ou on passe la parole tout de suite à Morgane pour commencer son intervention. Merci beaucoup pour cette invitation et qui va me permettre de présenter un des axes de recherche et de développement au sein d'Efficacity, donc comme l'a dit Youssef Diab, qui est un institut de transition énergétique sur la ville. Je reviendrai en fin de présentation sur le travail qui se fait dans le cadre de cette ITE. Mais aujourd'hui, donc je vais vous parler plus spécifiquement de transition énergétique et transition environnementale, qui sont un des volets, on peut dire, de la résilience, enfin qui participent en tout cas de la résilience, et comment on peut venir outiller les acteurs de l'aménagement sur ce point. Et outiller, ça ne veut pas forcément dire créer un outil qui permette le diagnostic environnemental ou le diagnostic énergétique. Ça peut être aussi de fournir les bonnes informations dans le cadre de la conception d'un projet d'aménagement urbain. Donc, deuxième slide, je ne sais pas comment je préviens le passage à la deuxième slide. Donc, ce que je voulais rappeler en guise de contexte et d'introduction, c'est que, comme je disais, donc, sur ces besoins énergétiques à l'échelle des projets d'aménagement urbain, certes, on peut faire un modèle, mais l'objectif pour nous, au sein d'Efficacity, c'était de faire un modèle qui permette d'aider à la décision. Alors, quelques éléments de contexte. Déjà, l'aménageur, ce n'était pas forcément l'acteur qui avait le plus l'habitude de prendre, on va dire, des décisions sur la question de l'énergie. C'est vrai que c'est quelque chose, sur la performance énergétique, c'est quelque chose qui a été énormément renvoyé initialement, soit au niveau d'autres acteurs, les énergéticiens, soit au niveau de l'échelle du bâtiment sur lequel il y a énormément d'informations, il y a eu énormément d'outils qui ont été développés pour permettre une performance énergétique assez importante du bâtiment.
Deuxième point, c'est que heureusement, on va dire ces dernières années, il y a un rapprochement entre les expertises sur l'énergie et les expertises sur l'aménagement. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'outils, de modèles qui peuvent devenir justement des vecteurs permettant de favoriser ce rapprochement entre ces deux communautés, la communauté énergie-climat qui va peut-être être un peu plus portée par les ingénieurs et tout ce monde de la ville où on va avoir beaucoup plus d'aménageurs et d'urbanistes. Par contre, si on veut créer de nouveaux outils, de nouveaux modèles, il y a forcément nécessité de se poser la question de leur articulation avec les besoins et les contraintes de la conception urbaine. Et notamment, alors il peut y avoir la question de la vitesse d'exécution, par exemple, d'un modèle. Enfin, si on veut vraiment aider à la conception, il ne faut pas qu'on aille sur des simulations qui durent 1h30, 2 heures. Sinon, tout de suite, on n'a plus ce côté un peu plus systématique. Et c'est surtout le fait que certaines étapes disposent de très peu de données. Et ça, on va le voir, ça a été un point de départ assez important dans l'outil qui a été développé au sein d'Efficacity. Deuxième rappel, en fait, c'est vrai que cette question de l'énergie et du projet d'aménagement ou des bâtiments, aujourd'hui, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un exercice qui avait été fait en s'appuyant sur plusieurs projets de recherche que j'avais menés à l'EIVP. Il y a énormément d'outils qui permettent de traiter de la question de l'énergie et de la ville, entre les modèles qui sont à l'échelle du bâtiment, de la ville, les modèles économiques, etc. Et en fait, donc on a aujourd'hui une multiplication de modèles, mais finalement, à chaque modèle, son objectif. Parfois, on peut viser l'explication, la prévision, la description, l'optimisation. Et forcément, en fonction de ces différents objectifs, de la précision souhaitée, on va aller vers des modèles assez différents. Et ça, c'est assez important de toujours se poser la question de quel est l'objectif du modèle, pourquoi on le développe, parce que forcément, derrière, on va mettre en place on va dire une dynamique de calcul qui va être différente d'un modèle à l'autre. Donc c'est vrai que, je revenais à cette slide un peu introductive, la dernière phrase, elle est assez importante, c'est que si on met en place des modèles, il faut s'assurer qu'ils s'articulent avec les besoins et les contraintes de la conception urbaine, dont certaines ont assez peu de données. Et puis, c'est surtout que l'objectif, ça va être de venir accompagner la décision de l'aménageur et surtout pas de venir prendre la décision à sa place. Et c'est vrai que c'est assez important, même si on peut pas parfois avoir cette volonté un peu hégémonique de faire l'outil qui trouverait le meilleur projet d'aménagement, de ne pas chercher, on va dire, à déposséder l'aménageur de sa décision. Mais par contre, on a quand même réellement besoin d'outils d'aide à la conception. Et donc, c'est là qu'intervient UrbanPrint. Donc, c'est un outil qui est en cours de finalisation au sein d'Efficacity, qui devrait être opérationnel dans les prochains jours, prochaines semaines. Et donc, à qui s'adresse cet outil? Donc, c'est un outil qui s'adresse à l'aménageur, donc via son AMO, son bureau d'études, et ses partenaires privés, donc qui vont chercher à tester et optimiser leur choix de conception et ou de prescription, donc tout au long du projet au regard des données à leur disposition à chaque étape du processus d'aménagement. Ce dernier élément, il est assez clé dans la façon dont on a conçu UrbanPrint. Et donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un outil d'évaluation de la performance environnementale complète, donc les 26 indicateurs qu'on trouve dans l'analyse de cycle de vie. Et c'est aussi un outil d'aide à la décision vis-à-vis de leviers activables pour la performance énergie carbone. Je reviendrai un peu plus tard sur cet élément-là. Et à quelle phase il intervient? Il intervient vraiment dans les 3 grandes phases, on va dire, de conception du projet par l'aménageur. Donc, l'ébauche du programme avec la collectivité et le propriétaire foncier, l'élaboration des premiers plans guides et également la finalisation des prescriptions, fiches de lot, DCE, pour le promoteur et les acteurs chargés de la mise en œuvre. Après, quand on va commencer à venir décliner, on va dire, les enjeux énergétiques à l'échelle du bâtiment, on va se retrouver avec un outil qui est différent. Et donc aujourd'hui, UrbanPrint, c'est l'outil de référence pour la mise en application opérationnelle de la méthode Quartier plus c'est moi, qui est aujourd'hui en cours de définition avec l'ADEME. Donc UrbanPrint, donc comme je disais, c'est un outil qui s'appuie sur la méthode d'analyse de cycle de vie. Donc c'est une méthode qui aujourd'hui qui devient de plus en plus, on va dire, connue et usuelle, puisqu'avec l'approche bâtiment plus c'est moi, on a quand même une sensibilisation des acteurs
en tout cas au moins du monde du bâtiment, a cette approche en analyse de cycle de vie. Donc c'est une approche multicritère, on prend en compte toutes les phases de vie, on ne s'intéresse pas uniquement à la phase de vie du quartier, mais également à tout ce qui va être acquisition des matériaux, la production, les transports, etc., mais également la fin de vie. Et c'est une modélisation qui est basée sur une description physique des systèmes et procédés, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser par exemple des modèles économiques pour avoir les impacts environnementaux. Donc, slide suivante, la façon dont est construit aujourd'hui Urban Print, c'est qu'on a une interface qui va nous permettre de décrire le projet d'aménagement. Donc, on a une interface graphique donc, qui permet de délimiter le projet et de délimiter les différents bâtiments qui composent ce projet. On va venir décrire en fonction du niveau de connaissance que l'on a, le quartier, donc ses réseaux, ses systèmes de récupération de déchets, la collecte des déchets, le bâtiment, pareil, est-ce que c'est du logement, du bureau, est-ce qu'il y a du parking, etc. Et puis les espaces extérieurs. Et ensuite, on va avoir aussi thème par thème, on va pouvoir décrire en partie le quartier ou le bâtiment, la manière dont il est conçu. Et donc, un des grands points d'Urban Print qui le différencie, on va dire, d'autres outils qu'on peut retrouver notamment dans le domaine de l'analyse de cycle de vie, c'est qu'on a appelé, c'est que l'on a ce que l'on a appelé un jeu de données en entonnoir. C'est-à-dire que les données d'initialisation, c'est-à-dire les données qui permettent de lancer une première simulation, c'est la délimitation du périmètre physique, un plan masse à jour avec les emprises au sol des bâtiments, puis avec un usage prévisionnel, la hauteur du bâtiment, la surface du plancher et ou le nombre de niveaux. Enfin, on a besoin de 2 informations sur 3. L'usage principal des espaces extérieurs ainsi qu'un estimatif des surfaces et l'énergie de chauffage principale du quartier, donc gaz, électricité par exemple. Et à partir de là, en fait, on peut déjà avoir une première évaluation qui est faite donc de l'impact de notre quartier. Et comment ça peut se faire? C'est que ça s'appuie en fait sur ce qu'on a appelé des enrichisseurs. Et notre moteur de calcul Urban Print, donc qui permet de faire ces calculs d'impact, est toujours interrogé, quel que soit le niveau d'information que l'on va avoir, de la même façon, ce qui permet d'éviter, par exemple, les différences d'évaluation qu'on pourrait avoir en fonction, par exemple, de l'amélioration de la connaissance qu'on pourra avoir le projet. Mais pour faire ça, ça signifie que si on n'a pas les données intermédiaires, par exemple, pour le bâtiment, l'initialisation, donc on a vu, c'est l'usage, le nombre de niveaux, la zone climatique. Mais en orientation, on a besoin des principaux matériaux de construction, de la performance énergétique visée. Puis ensuite, en spécification, normalement, c'est le type de structure, le type de façade, avec le U, l'inertie, de toiture, de plancher, le ratio de surface vitrée. Quand on n'a pas ces informations-là, en fait, des enrichisseurs ont été créés sur la base de données statistiques qu'on a sur le bâtiment qui permettent d'enrichir les données initiales données par l'utilisateur et d'interroger le moteur de calcul Urban Print, ce qui évite finalement à l'aménageur de se poser la question de lui-même enrichir ou faire des hypothèses sur son projet. Là, c'est l'outil lui-même qui enrichit ces données. Et donc, à chaque instant, et quel que soit le niveau de connaissance de projet, un jeu de données complet est généré via ces enrichisseurs et ça permet ainsi de lancer une simulation en l'état actuel des connaissances. Et aujourd'hui, il y a aussi tout un travail d'optimisation qui est fait par les informaticiens et pour essayer de faire en sorte que un temps de calcul soit relativement court, donc je n'ai pas de chiffre en tête, mais on est largement en dessous de la minute pour pouvoir avoir ces différentes simulations. Je vous parlais tout à l'heure aussi d'aide à la décision à chaque étape, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancée du projet et de la sélection finalement de stratégies et de leviers, il y a un calcul de potentiel qui peut être effectué pour orienter les prochaines étapes et discriminer parmi les choix et leviers qui ne sont pas encore fixés par l'aménageur. Et finalement, donner à voir ces leviers qui seraient les plus impactants pour le projet étudié. Donc, par exemple, là, on a un exemple qui est donné. Donc, l'utilisateur aura déjà fixé, par exemple, que son combustible principal, c'est du chauffage et qu'on est plutôt sur du collectif bâtiment. Par contre, en fait, il lui reste tous les leviers au niveau spécification à sélectionner, chaudière gaz, chaudière biomasse, etc. Et en fait, l'outil va directement interroger, donc avec plusieurs centaines de simulations, les différents leviers qui restent
à la main de l'aménageur pour pouvoir donner à voir finalement ceux sur lesquels il y a le plus d'impact potentiel. Donc là, par exemple, on voyait sur un exemple type en bas à gauche de projet que c'est sur la performance thermique de l'enveloppe que l'aménageur va pouvoir avoir le plus d'impact. Ensuite, on a le mode de production de chauffage. Et donc, ça permet d'orienter finalement l'aménageur sur peut-être les actions sur lesquelles ou les leviers sur lesquels il doit le plus travailler. Donc, ensuite, on va avoir donc différents types de résultats qui vont être donnés. Donc, on a des résultats un peu intermédiaires hein, sur les consommations, par exemple, des bâtiments, etc. Mais sinon, sur les indicateurs finaux qui seront donnés, donc les indicateurs quartier plus et moins, donc qui sont sur le carbone et l'énergie, vont être donnés. L'ensemble des indicateurs environnementaux de la méthode ACV et donc ces résultats d'aide à la décision pour l'aménageur. Et donc, cet outil, ce n'est pas le seul outil qui est développé par Efficacity. Alors, petit rappel, Efficacity, donc je ne l'ai pas présenté au début, je laissais ça pour la fin. Efficacity, donc c'est un institut de transition énergétique sur la ville. Et en fait, l'objectif, c'est de mettre autour de la table à la fois des acteurs issus de la recherche publique, des acteurs issus des entreprises, mais également des entreprises, avec cet objectif donc d'accélérer la transition vers des villes durables en mobilisant l'effort national de R&D vers des solutions opérationnelles et diffusables à grande échelle. Donc, il y a tout un volet dans lequel s'inscrit le développement de cet outil, donc, où l'objectif, c'est de doter d'outils de nouvelle génération la conception de quartiers à très haute performance énergétique. Il y a aussi un volet sur l'expérimentation urbaine. Et puis aussi cette volonté de systématiser l'évaluation des performances des projets et des territoires. On en parlera, je pense, un petit peu après. Et c'est vrai que cette présentation, ça a fait sens avec une introduction qui a été faite en tout début de colloque par Marie-Christine Lemardelet qui disait « Il faut mettre l'intelligence et l'expertise en action, en dialogue pour faire émerger des solutions et des réflexions ». Et ben, j'espère qu'en tout cas, à Efficacity, on arrive à mettre cette expertise justement en dialogue pour ces différents objectifs. Et donc, je vous ai présenté Urban Print, mais Urban Print, finalement, ça s'inscrit dans un programme de R&D beaucoup plus vaste qui donne lieu au développement de multiples outils. Donc, je ne vais absolument pas tous vous les présenter, mais c'était pour vous donner à voir que finalement, Urban Print, ce n'est qu'un parmi une dizaine d'outils qui aujourd'hui sont développés au sein d'Efficacity. Et donc, je vous invite à aller soit sur notre site internet, soit à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. Merci. Je pense que ce que nous allons faire, c'est que nous allons écouter maintenant Thomas Delahaye et que nous aurons après une séance de questions. Thomas, à vous. Ah oui, pour ceux qui nous suivent en ligne, pour poser les questions, c'est dans le chat. Voilà. Thomas. Merci. Bonjour à tous. Moi, effectivement, je suis évaluateur de politique. Je suis évaluateur de politique publique. Je pense qu'il y a toujours un micro qui marche quelque part. Et ce que l'on a ici, c'est de dire comment est-ce qu'on peut arriver à évaluer la transition à la fois sous la forme d'outils ou d'actions qui sont mises en œuvre et qui peuvent avoir des conséquences en termes de réduction d'émissions, de monde plus durable, etc., etc. Et la façon dont des interventions sont mises en œuvre, où des acteurs se saisissent de possibilités ouvertes par des politiques publiques pour bien essayer de trouver des nouveaux modèles, etc. Et là, on va être dans des logiques qui sont assez différentes. Est-ce qu'il est possible d'avoir la présentation ? Dans ces diapositives qui vont arriver dans un instant, voilà, sont déjà là. J'ai voulu commencer par parler finalement des mots que l'on utilise. Dans le dictionnaire de la pensée écologique de Dominique Bourg, quelque chose qui est assez amusant, c'est que quand vous allez chercher le mot transition, il y a deux sens. Il y a point de vue 1 et point de vue 2. Ça veut dire que dans un dictionnaire, ils ne se sont pas mis d'accord sur le mot, sur le sens que l'on allait donner à ce mot qui pourtant était essentiel.
Le sens 1 que vous avez ici, c'est le processus conduisant du système économique et productif actuel vers un système beaucoup plus sobre. Et le sens 2, et moi je vais m'inscrire beaucoup dans ce deuxième sens, c'est un processus de transformation au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre à un autre. Alors, il y a des mots qui sont présents les deux fois, hein. Ça c'est déjà bon signe, mais au-delà, en fait, on est assez typiquement dans une situation où on a des paradigmes différents, c'est-à-dire des visions du monde différentes quand on parle de transition, de résilience, d'autres termes de ce type. Et j'utilise le mot paradigme parce qu'on est typiquement dans la situation où on va utiliser parfois exactement les mêmes mots, mais on ne met pas les mêmes choses derrière. Et donc, on peut se parler très longtemps sans réellement se comprendre. Je mets la diapo suivante. Alors, la question, c'est un peu comment ça va s'évaluer, tout ça. Je reprends les deux sens. Dans le premier sens qu'on avait dans le dictionnaire de Dominique Bourg, on avait la transition qui est d'abord vue comme un problème technique. C'est-à-dire que c'est une logique, la logique d'un ingénieur, par exemple, qui cherche des solutions. Il va dire, ce que je cherche, c'est à réduire l'usage des ressources, réduire les émissions, avoir plus d'externalités positives. Je vais engager un certain nombre d'innovations. Ces innovations, je vais les évaluer au regard de leur performance. Est-ce que effectivement ça marche pas, ça réduit l'usage des ressources ou pas? Il y a un potentiel pour cet usage de ressources. Et puis la théorie du changement que je mets derrière, c'est-à-dire ma vision de la façon dont il va y avoir des grands changements dans ce domaine-là, c'est que si on agrège finalement suffisamment de ces changements, suffisamment de ces innovations, si on les déploie, eh ben on va aboutir à des systèmes sobres et on va aboutir donc au résultat de la transition. Dans ce cadre-là, il y a énormément d'enjeux de mesure. Je trouve que vous avez donné déjà des exemples très intéressants de ces enjeux. Il y en a deux, nous, dans notre travail, auxquels on est très confrontés. Le premier, c'est la distinction entre ex-ante et ex-post. Ex-ante, on est obligé de penser sous cette forme-ci parce qu'on est dans un contexte où on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on a besoin de se donner des éléments, des guides pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, voilà, c'est la logique de la modélisation, etc. Et ex post, on se rend compte que quand on prend les mêmes systèmes et qu'on essaye de les utiliser ex post, ça s'est fait récemment sur des analyses coût-avantage, on fait des analyses coût-avantage avant, on les fait après, ça ne marche pas. Ou alors, ça marche, mais on ne sait pas quoi faire du résultat, surtout si on a un résultat différent de celui qu'on attendait. Donc ça, c'est un premier enjeu. Puis le deuxième enjeu, c'est l'enjeu d'agrégation. C'est-à-dire que en réalité, on peut avoir, quand on se place ex post, on peut voir qu'on a énormément d'innovations, on a énormément de choses nouvelles. Et pourtant, si on regarde les changements globaux, on n'est pas en train d'aller vers des systèmes sobres. Donc, quelque part, il y a l'enjeu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça? Nous, on se place dans le deuxième sens. Le deuxième sens, alors, il n'apporte pas de réponse, mais il est dans une logique complètement différente. Il est de dire, on est dans notre système actuel, on veut faire une transition, mais en fait, personne ne sait comment faire la transition. Il n'y a pas de baguette magique. Si on savait, ça serait super, mais en fait, on ne sait pas. Ou alors, il y a une théorie du complot, mais c'est plus compliqué. Je n'ai pas fait une troisième diapo avec ça. Et puis surtout, le monde après la transition, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Or, quand on est un évaluateur, c'est très compliqué ça, parce que la logique basique de l'évaluation, c'est de se dire, voilà là à quoi je veux arriver. Et donc, est-ce que je me suis donné les moyens d'y arriver? Est-ce que les conséquences de mes interventions vont vers ce sens-là? Bon, là, on est dans une logique qui est radicalement différente. Et typiquement, on va avoir des enjeux de compréhension des termes, de ce dont on parle, qui vont être très différents. Je prends un exemple très récent. On peut aller sur la diapo suivante, qui est un des territoires sur lesquels on a travaillé, qui est le territoire de Grande-Synthe. Et dans un panel d'experts avec des chercheurs sur le domaine dans lequel on présentait nos résultats, il y a un des chercheurs qui nous a dit « Oui, mais vous n'avez pas mesuré si Grande-Synthe était une ville plus sobre que finalement les autres villes, vu les actions qu'ils avaient mises en place. » Alors, je rappelle, Grande-Synthe, c'est à la fois le camp de la Linière pour les migrants, c'est les transports gratuits, c'est les cantines bio, etc. Il y a un certain nombre d'actions qui sont des recycleries, un certain nombre d'actions qui sont menées. Et cette réflexion a fait totalement sens dans la façon dont pense cette chercheuse qui était présente. Et elle ne fait pas du tout sens pour les gens de Grande-Synthe qui finalement
ne s'intéressent pas réellement à savoir si aujourd'hui ils ont baissé leurs émissions, mais s'ils sont en train de trouver la façon pour que demain, ils changent radicalement de système dans une logique qui va être sobre. Donc, on a travaillé sur le Grande Synthe. Les exemples que je donne, ils sont issus aussi d'autres endroits. En bas, les terris, là, c'est Los Angeles. En haut, c'est une expérimentation qui était en Nord-Pas-de-Calais. Un petit tropisme sur le nord de la France, hein. Voilà, et on a un certain nombre d'autres exemples que je pourrais donner ensuite. C'est la propos suivante. Merci. Alors, pour donner juste un élément de méthode, à partir du moment où on est dans une logique où on ne sait pas réellement dans quelle direction on va et on ne sait pas comment on va y aller, on n'est pas vraiment dans des logiques de mesure. On est essentiellement dans des logiques où on essaye de comprendre dans quelle direction on va, à quoi ça sert ce qu'on fait, est-ce que a priori on a des possibilités d'avoir des effets. Dans le champ de l'évaluation des politiques publiques, il y a une approche sur laquelle je travaille depuis une dizaine d'années, après d'autres, ça s'appelle l'analyse de contribution, dans laquelle on va justement se placer dans cette logique-là. On est d'abord sur la génération des impacts. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique que dans certains cas, avec certaines personnes, dans certains contextes, on arrive à obtenir des conséquences qui sont des conséquences que l'on veut et auxquelles on a contribué. Ça, c'est notre façon de réfléchir les choses. Pourquoi, comment, dans quel cas est-ce qu'on arrive à avoir des conséquences? On est dans une approche abductive. C'est pas un gros mot, mais c'est l'idée qu'on est un peu comme dans une enquête, c'est-à-dire que pour nous, c'est pas très important d'avoir une hypothèse au départ et de vérifier si cette hypothèse est bonne. L'intérêt, c'est plutôt si notre hypothèse elle est pas bonne. Ok, on la jette, on en prend une autre qui nous semble être plus juste. Si au début la transition a un alibi, est-ce que je peux aller voir quelqu'un d'autre pour voir si c'est lui le coupable? Donc une démarche qui est abductive. Et notre logique n'est pas vraiment d'attribuer des effets, c'est-à-dire de dire c'est grâce à ou c'est pas grâce à. C'est plutôt d'avoir un degré de confiance dans la probabilité d'un effet. C'est-à-dire de se dire ok, là on est à peu près sûr qu'il y a eu des conséquences de l'intervention. Et dans d'autres cas, on va dire c'est très peu probable. Ça n'empêche pas que ça soit possible, mais c'est très peu probable. Cette diapo fait un peu peur également. Juste pour dire qu'il y a un champ aujourd'hui très très large de démarches sur l'évaluation d'impact qui renvoie très clairement au type de questions que l'on se pose. Et lorsque l'on évalue la transition ou qu'on évalue les initiatives de résilience, on doit toujours se poser la question de la question. C'est se dire bon qu'est-ce que je veux réellement savoir faire. Parce qu'on est dans des approches techniques de la transition, on est beaucoup dans ce que vous avez tout à gauche de ce schéma, c'est-à-dire je veux savoir si mon intervention a vraiment fait la différence, dans quelle proportion. J'essaye d'attribuer un effet à mon intervention et ce que présentait Morgane était tout à fait dans cette logique-là. Je peux montrer là où je peux agir, je peux montrer là où il y a un lien causal. Plus on va vers la droite de ce schéma, plus on est dans des logiques où l'incertitude est tellement importante sur les liens causaux qu'il peut y avoir, qu'on ne peut plus effectivement être dans ces logiques d'attribution, etc. Donc l'analyse de contribution est vraiment dans cette logique du pourquoi et comment mon intervention a fait la différence attendue. Lorsqu'on est dans des situations où on sait très très peu de choses, on va être encore plus loin, on va être est-ce que tout simplement on est capable d'identifier des hypothèses causales qui expliqueraient que telle intervention aurait des effets. Donc, ce que l'on fait dans cette démarche, c'est essentiellement de faire au départ un travail d'explicitation des hypothèses que l'on a sur la façon dont une intervention pourrait aller avoir des effets. Et on n'est pas dans la vérité, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans la façon dont un certain nombre d'acteurs sur un terrain donné, sur un territoire donné, s'accordent ou ne s'accordent pas, parce qu'à partir du moment où on leur parle, on se rend compte que généralement, ils ne sont pas tout à fait d'accord, pour se dire comment est-ce que je vais dans la direction d'un système sobre. Et ça, souvent dans les évaluations, c'est presque le plus intéressant. C'est que vous avez ce qu'on a appelé des dynamiques locales. Je reprends le terme de François Gégou, qui était présent au lancement de ce cycle de conférences. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement dans les effets d'intervention. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans si la puissance publique fait ceci, quel va être l'effet.
On est plutôt dans ces initiatives de transition sur la logique. J'ai un groupe d'acteurs qui sont dynamiques et qui ont envie de faire des choses, et c'est eux le moteur d'un certain nombre de choses. Et ils peuvent se saisir de l'intervention publique pour faire un certain nombre de choses derrière. Et ensuite, on va essayer d'explorer comment est-ce qu'ils pensent avoir des conséquences sur la transition, comment ils pensent mener leur transition et comment ils pensent que cette transition amène à un autre monde, un monde différent, etc. Dans les cas qu'on évalue, la transition, c'est un certain nombre de chemins assez différents, ça c'est des choses que l'on est capable de montrer, mais c'est aussi un vrai questionnement sur ce que c'est que ce monde d'après. Et un des enjeux de fond que l'on a là-dedans, c'est que ce monde d'après, c'est jamais un monde qui est uniquement un monde environnemental, c'est résilient au sens on a réduit les émissions ou on utilise moins les ressources. Il y a une question de lien social qui est systématique dans ces interventions, des questions de vivre ensemble, des questions de dignité des personnes qui sont totalement liées et un enjeu, j'y reviendrai rapidement à la fin, c'est aussi de faire sens de tout ça. Je n'entre pas dans le détail de la méthode, simplement la logique c'est surtout d'avoir une sorte d'heuristique, d'avoir une approche un peu systématique qui nous permet de tester ces hypothèses que les acteurs font. Donc d'abord élaborer les hypothèses avec eux et les tester, les améliorer au fur et à mesure pour être capable de dire est-ce qu'effectivement on a construit un modèle qui va dans la direction que l'on souhaite. Je ne vais pas décrire cette diapositive qui, elle aussi, est un petit peu compliquée, mais qui est typiquement le modèle que l'on a identifié là, dans nos 3 cas dans le nord de la France. Je dis un modèle, mais ce n'est pas un modèle. C'est-à-dire que c'est plutôt un certain nombre d'ingrédients que des acteurs vont être capables d'utiliser. Il y a un gros enjeu derrière ça. On a eu des recherches-actions, etc. sur ce sujet pour transformer ce que l'on apprend d'une évaluation en des choses que les acteurs peuvent mobiliser, parce qu'on ne parle pas le même langage. On n'a pas non plus les mêmes recherches. Mais par exemple, un point qui était intéressant, c'est que pour ces acteurs du nord de la France, il était clair que la résilience, un processus de transition vers un monde plus résilient, c'était un monde dans lequel on arrivait à améliorer les politiques publiques, dans lequel on arrivait à mieux concevoir les politiques publiques. Ce qui peut nous sembler assez évident en tant que Français. Et puis, vous allez travailler dans un contexte anglais, américain, et où, en fait, vous vous rendez rapidement compte que ce que l'on recherche, c'est plutôt un monde dans lequel il n'y a pas d'État, il n'y a pas de politique publique, et où les acteurs peuvent eux-mêmes mettre en place les solutions qui sont la bonne. Et donc ça, c'est très important, c'est que lorsque l'on fait ce travail-là, quand je dis il n'y a pas de vérité, c'est qu'on a des hypothèses localement sur la façon dont on pense avoir une transition. Voilà, je voulais terminer sur 3 enjeux de fond qu'on a lorsqu'on essaye d'évaluer des initiatives de transition. Le premier, c'est que à chaque fois qu'on a travaillé sur ces sujets-là, on a eu des gens qui avaient des très grands mots. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était le réarrangement des parties prenantes. C'est super, hein, comme ça marche bien. Puis alors, quand on essaie de comprendre ce que c'est, on a les acteurs qui disaient non, mais il y a une définition, vous pouvez aller la lire. Il y a d'autres qui disaient, je vous jure, je suis resté sur le terme, etc. Enfin, on voit bien qu'on a des difficultés là-dessus, mais c'est aussi un signe assez clair de ce qui se passe lorsqu'on a des politiques qui marchent par des principes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont des objectifs. On n'évalue pas des objectifs. On évalue des principes, on évalue des valeurs majeures qui leur tiennent à cœur, et donc ils expriment ça avec des grands mots, avec des grands concepts, etc. Et le risque qu'il y a dans ces initiatives, c'est de ne pas savoir ce qu'il y a derrière les concepts et du coup de ne pas savoir vraiment dans quelle direction. Le deuxième enjeu qu'on a, qui est directement relié à celui-là, c'est qu'est-ce qui est bien. Une évaluation, elle va apporter un jugement, elle va aider à dire c'est bien, on va dans la bonne direction, on ne va pas dans la bonne direction. Mais qu'est-ce qui est bien en situation d'urgence climatique? On se retrouve aussi dans une situation où dès qu'on fait un tout petit quelque chose, c'est formidable parce qu'on a agi, quoi. Bah oui, mais si, par exemple, on fait de la participation, mais que cette participation, elle aboutit à rien, est-ce que c'est toujours bien? Est-ce que si on a une intervention qui va réduire les CO2 parce qu'on fait de la rénovation des bâtiments,
mais qu'elle est dans 10 bâtiments et pas dans les centaines de milliers de logements qui sont des passoires thermiques, est-ce que c'est bien? Et ça, c'est des questions qui sont difficiles à poser et qui pourtant, je pense, sont majeures lorsqu'on fait une évaluation des initiatives de transition. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est bien? Et évidemment, ce qui est bien n'est pas la même chose pour les uns et pour les autres. Et puis la troisième chose, j'en ai dit un mot rapidement, c'est comment est-ce qu'on rend ces évaluations utiles? Petite anecdote, c'est que quand on a présenté les premiers résultats de notre évaluation de la transformation écologique et sociale régionale en Nord-Pas-de-Calais, je disais, ils ont des grands mots. On a présenté les résultats, on les a présentés le long de notre méthode, on a montré comment, étape par étape, on était arrivé à des résultats. Et les élus nous ont regardés avec des yeux ronds en disant « mais c'est quoi votre truc là ?» Et il y avait un enjeu de se dire comment on le raconte ça? Et là, c'est intéressant justement d'avoir des doubles regards, des regards avec des designers notamment sur ces questions-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met en histoire des choses que l'on apprend, qui sont des données, mais qui sont aussi des choses que l'on a envie d'apprendre. Comment est-ce qu'on les met en histoire? Comment est-ce qu'on crée du récit, de la narration? Et comment est-ce que donc on fait que ces éléments qui sont basés sur des preuves, qui sont issus d'évaluations, sont des éléments qu'ensuite on puisse utiliser pour améliorer les initiatives de transition. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thomas. Je voulais rappeler d'abord aux quelques personnes que nous avons autorisées à venir dans la salle qu'elles peuvent également poser des questions en allant au micro qui a été disposé là, ce qui permet de respecter la distanciation sociale tout en favorisant la contribution participative. Je me tourne vers Margot et Simon pour savoir s'il y a déjà des questions en ligne qui ont été triées, ou sinon moi j'en ai une qui me brûle les lèvres, et toi aussi Youssef. Donc c'est une question pour Thomas en fait, parce que la méthode de contribution, moi ça m'amène une question sur la rétribution. Finalement. C'est-à-dire que telle que la question m'est apparue posée, c'est très désintéressé. C'est comment est-ce que je peux contribuer à l'amélioration en général. Mais mon expérience de psychologue social m'amène à dire que sur les plateformes, s'il n'y a pas de rétribution immédiate des participants, en général, ça ne dure pas très très longtemps. Alors, ma question, c'est comment est-ce que vous analysez les rétributions et les motifs de chacune des parties prenantes? Et est-ce que dans votre expérience, quelle est la part de la motivation idéologique au-delà de ce que sont les champions, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment motivés au début, mais tous ceux qui doivent suivre pour que ça marche? Comment vous faites, comment vous évaluez ça et comment vous poussez dans cette direction? Merci. Ouais, alors c'est un super sujet. On a dit qu'on était sur que ce qui faisait ces initiatives de transition, c'était des dynamiques locales. Et ce qui est intéressant dans ces dynamiques, c'est que évidemment, si c'est un champion tout seul ou un acteur tout seul qui fait, il avance et puis il s'épuise. Et très vite, ça s'arrête. Dans les choses qu'on a apportées quand on a fait ces évaluations, je pense qu'il y en a deux qui étaient majeures. La première, c'était de parler des échecs. Parce que, comme dans n'importe quelle évaluation, en plus sur des logiques de transition, c'est super, on a envie de savoir ce qui marche, comment est-ce qu'on arrive à aller dans la direction qu'on veut. Oui, mais c'est parsemé d'échecs. C'est parsemé de situations où, typiquement, on n'a jamais réussi à créer cette dynamique. Il y avait, alors ça peut être pour des raisons très institutionnelles, il y avait un exemple dans le Nord-Pas-de-Calais sur les questions du diabète. Le diabète, c'est un enjeu majeur dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils ont commencé à travailler, c'était porté par la région. Puis au bout de quelques mois, l'État a dit « Non mais attendez, le diabète c'est la santé c'est moi. On ne fait rien avec vous. » Et les choses s'arrêtent, et elles s'arrêtent très très vite. En disséquant un peu le cas, disséquer les cas d'échec, c'est toujours très intéressant. Et c'est quelque chose que les initiatives font assez peu. On se rend compte justement qu'un des enjeux, c'est que c'est resté l'initiative de la région. La grande force de ces initiatives de transition, lorsqu'elles marchent, c'est un des ingrédients majeurs, ce qu'ils appellent le réarrangement des parties prenantes, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui reprennent à leur compte une partie de l'intervention et qui acceptent que peut-être ça ne soit pas exactement ce qu'eux voulaient faire, mais ils peuvent s'y retrouver. Ils peuvent accepter qu'il se fasse quelque chose là-dedans. Le meilleur exemple, c'était une initiative qui s'appelait 100 000 logements, qui a été jusqu'au bout, et puis ensuite il y a eu l'élection de Xavier Bertrand, puis Xavier Bertrand il a fait un peu un exemple,
il a arrêté la chose. Mais on travaillait sur la réhabilitation des logements, et plutôt que de se dire on va avoir un super dispositif technique qu'on va faire tout seul et qu'on va financer tout seul, on va intégrer les agglomérations, on va intégrer l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, on va intégrer l'ADEME, on va intégrer les banques. Et avant que le dispositif soit mis en place, il y avait des banques qui étaient prêtes à financer ces opérations au tarif de prêt immobilier plutôt que de prêt à la consommation. Alors maintenant, on s'en fiche parce que l'argent coûte à 0%, mais il y a 7 ans, c'était très important. Et c'est ce passage-là où finalement la politique n'est plus la politique de la région ou la politique d'un acteur, mais quelque chose qui appartient à tout le monde, où on a des politiques résilientes. Donc vous pouvez enlever des bouts, ça continue à marcher. Et ça ne marche pas à chaque fois. Donc il y a cette nécessité de relancer régulièrement comme ça des actions pour que cette démarche se poursuive. Alors, ma question est pour Morgane et pour Thomas sur plusieurs aspects. Le premier, en fait, aussi bien dans les questions d'application des habitants, la mise en œuvre de politiques publiques ou dans les projets d'aménagement, il y a un côté intuitif. C'est-à-dire, finalement, quand vous dites qu'on a une hypothèse, si elle ne va pas, on la jette et on prend une autre. Mais finalement, cette hypothèse, c'est pas une hypothèse qui est sortie de nulle part. C'est une hypothèse qui a été construite et qu'on peut adapter, qu'on peut améliorer et non pas la jeter. Ça veut dire, souvent, on pousse le raisonnement au maximum pour arriver à dire, finalement, notre hypothèse n'était pas juste à 100%, mais on l'a ajustée pour y arriver. Alors, du coup, c'est de dire, quand l'hypothèse n'avance pas bien dans le raisonnement, on la jette. La même chose sur le côté des projets d'aménagement ou des projets d'architecture. Il y a un côté intuition des aménageurs et des architectes qui est très présent, et leur mettre devant les yeux des profils de cette manière en disant finalement, monsieur l'architecte, je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, vous avez proposé un projet, mais avec ma boîte, même si elle n'est pas noire, ma boîte qui est performante et tout ça, j'arrive à vous faire un profil qui n'est pas suffisamment bon d'un point de vue de la réglementation, ça risque d'être compliqué à faire passer. Sauf s'il y a une démarche, mais peut-être je n'ai pas fait très attention à ce que tu disais, Morgane, c'est une démarche itérative pour faire de l'aide à la conception en leur disant améliorez votre projet, il fera de cette manière. Ça veut dire travailler d'une manière, pas d'évaluateur, mais d'une manière plus d'aide à la conception avec eux. Alors, je ne sais pas trop si c'est ça qui est voulu par Urban Print, ou c'est juste sortir ce profil et leur dire finalement, votre projet, il est bon sur ce point-là, il n'est pas bon sur ce point-là. Alors, du coup, finalement, ça me ramène à ce côté, souvent dans les deux approches, qui est l'intuition. Et l'intuition, on la voit beaucoup chez les politiques en disant mon intuition, parce que je connais bien mon territoire, voilà ce que je pense utile pour. Après, nous, on vient en tant que scientifique de dire on va vous appuyer, vous aider dans votre politique publique avec des outils qui soient issus du terrain, comme ce que disait Thomas, ou issus quand même de modèles descendants qui viennent de nos connaissances et de la réglementation. Et je me demande, est-ce que finalement, cette question des mesures d'impact, comment on peut la simplifier à la fin pour éviter ce que tu disais, Thomas, à la fin. Finalement, on a présenté nos résultats aux élus, ils ont regardé les yeux grands ouverts, ils ont dit attendez, c'est très bien, mais d'accord, après. Je ne sais pas qui a envie de commencer. Alors oui, c'est un peu ce que je disais en préambule. L'objectif d'Urban Print, c'est absolument pas de prendre la décision à la place de l'aménageur. Alors je ne l'ai pas précisé, mais dans le cadre de l'utilisation d'Urban Print, il y a la possibilité, on va dire, de faire le projet d'aménagement dans sa V1, puis ensuite de tester plusieurs variantes pour pouvoir les comparer entre elles et pouvoir justement donner à voir l'impact que peuvent avoir des variantes qu'on prendrait en termes d'options de matériaux, matériaux biosourcés ou matériaux classiques, etc. Et l'objectif, on le sait bien, un aménagement, la décision, elle ne porte pas uniquement sur la question de l'énergie et de l'environnement. Sinon, on ne fait pas de projet d'aménagement et on construit une forêt et ce sera parfait. Donc, s'il y a un aménagement, c'est qu'il y a un besoin de logement, il y a un besoin de bureaux, etc. Donc, auquel il faut répondre. Et l'objectif, c'est
de réussir quand même à donner des informations qui permettent de voir est-ce qu'on ne peut pas améliorer les impacts environnementaux liés à ce projet d'aménagement. Et une chose qui est assez importante aussi, c'est que c'est un outil en analyse de cycle de vie. Et l'objectif, c'est de donner à voir le fait que on peut peut-être être très performant sur la phase de vie de notre projet d'aménagement, mais si derrière, en fait, c'est l'utilisation de matériaux ou l'utilisation de ressources qui ont un fort impact pour leur extraction ou un fort impact au moment de la fin de vie de l'aménagement, c'est important de pouvoir donner à voir ce type d'informations. Et donc, alors on verra comment va évoluer aussi la question. On est impliqué dans la démarche quartier plus et moins, où il peut y avoir une démarche sans doute un peu plus forte d'évaluation. Mais aujourd'hui, la façon dont est construit l'outil Urban Print, c'est vraiment d'être dans de l'aide à la conception et de donner à voir le potentiel que peut avoir un projet d'aménagement. L'idée, c'est aussi de pouvoir positionner la variante ou les choix de l'aménageur par rapport à une solution optimale. Mais une solution optimale, encore une fois, sur l'énergie et le carbone. Là, pour le coup, on travaillera uniquement sur ces volets-là. Et on le sait bien, la décision ne porte pas uniquement sur l'énergie et le carbone. Et je pense qu'elle est... quand on est évaluateur, évaluatrice, elle est essentielle. Peut-être qu'une logique qu'on peut avoir, c'est de dire « Ah non, je mets à distance mon intuition parce que ce n'est pas basé sur des données probantes, etc. » Moi, je préfère de beaucoup dire « Ok, on prend l'intuition, notamment une intuition d'un élu. » Ça a été typiquement le cas ici à Los Angeles avec Jean-François Caron. On prend l'intuition d'un élu, mais on va l'expliciter, on va la formaliser et on va la tester. Et on va peut-être pas arriver à quelque chose de très très différent d'une logique où on serait parti d'une hypothèse basée sur une revue de littérature, etc. Quand on fait d'autres évaluations, on va mixer les deux ou utiliser essentiellement des hypothèses issues de la littérature, mais retourner voir un élu en lui disant « J'ai pris votre hypothèse, vous m'avez expliqué des choses avec votre langage, on a essayé de le poser, et suite de cette hypothèse, voilà ce que l'on obtient. » Ça parle énormément à un élu. On ne lui a pas sorti quelque chose qui était différent de la sienne, on a pris ses mots. Jean-François Caron, il avait un terme, maire de Los, il disait et donc à la fin, ça fait système. Oui. Alors sur le principe et dans une conversation avec un type convaincant devant vous, oui, c'est évident, à la fin, ça fait système. Mais se dire, mais c'est quoi le chemin qui fait qu'à un moment donné, les choses font système. Je veux dire, même sans être forcément sur le séquentiel, le linéaire, etc. Ça a été le travail de toute la première évaluation que l'on a réalisée. C'est-à-dire, à la fin, c'est quoi faire système? Et je ne vais pas revenir dessus, mais on est reparti de ça. Et ça, du coup, on est sur des choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est que on a une hypothèse qui, au début, est très vaguement formulée. Et là, on est typiquement dans une situation où cette hypothèse s'améliore au fur et à mesure, se précise, et c'est un résultat de l'évaluation que d'être capable de dire quelle est l'hypothèse qu'on fait. Parce que dans l'avenir, ça veut dire aussi qu'on est capable de redire, OK, maintenant on sait ce que c'est que notre hypothèse. Donc on peut partir de ça pour aussi aller voir un peu plus longuement, un peu plus profondément ce qu'on fait. On a une question du public qui est: est-ce que cette méthode d'analyse des contributions, c'est quelque chose qui est diffusé, connu dans le milieu du conseil et de l'évaluation? Alors, c'est une méthode qui est connue dans le monde de l'évaluation. Le monde de l'évaluation, c'est un tout petit monde. On n'est pas très très nombreux, mais c'est un monde qui par nature est transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il est à la fois présent potentiellement dans toutes les disciplines et il s'alimente de l'ensemble des disciplines. Il faut voir que les méthodes que je présentais tout à l'heure avec le grand arbre, ça fait suite à ce qui s'est passé dans le monde de l'évaluation à la fin des années 90, début des années 2000, où on a des économistes qui sont arrivés en disant une évaluation, c'est une méthode expérimentale par assignation aléatoire. Vous prenez un groupe avec, un groupe sans, pour regarder les résultats. On a tous entendu parler de ça avec le Covid, des RCTs, il y en a eu des milliers. Et la première réaction des évaluateurs, ça a été de dire non, mais c'est nul, on l'a déjà fait, ça ne marche pas. Ce qui n'est pas totalement faux, mais qui ne marche pas comme argument. Et il se passe que sur les 15 dernières années à peu près, il y a eu une explosion de méthodes, notamment parce qu'il y a eu un gros travail des évaluateurs d'aller récupérer des choses qui se faisaient dans les sciences sociales pour les adapter à l'évaluation.
Et donc d'avoir aujourd'hui des méthodes qui sont documentées, etc. L'analyse de contribution, aujourd'hui, ça fait partie des méthodes qui sont les plus documentées sur l'évaluation d'impact. Elle est connue dans le monde de l'évaluation et c'est un petit monde. Voilà. Ça gagnerait à être connu ailleurs. Oui, j'avais une question pour vous deux qui est peut-être un peu provocatrice, mais quand on écoute ce que nous ont dit les collègues sur les 2 dernières journées, en particulier ceux qui sont dans des positions de responsabilité, dans des collectivités importantes, dans des grandes villes, etc., le recours, on va dire, aux méthodes d'évaluation utilisant des mesures, on sent qu'il y a une espèce de prise de distance quand même. C'est-à-dire que maintenant, on a un petit peu moins d'indicateurs quantifiés. Il y a eu d'énormes batteries. Ils ont essayé un petit peu tout ce qui existait sur le marché. On avait des batteries de 156 indicateurs, je crois, à Bordeaux ou à Manchester. Enfin, bon. Et ils ont l'air de nous dire, bon, faire du qualitatif, c'est quand même drôlement bien. Ce qui est important, c'est de mettre en place des systèmes de négociation et de communication entre parties prenantes. C'est de faire discuter les pairs entre eux. C'est très intéressant à Manchester quand ils nous expliquaient qu'ils faisaient venir d'autres villes, etc. Et donc, alors bon, moi, je suis un chercheur scientifique et donc, évidemment, tout ce qui est statisticien en plus à l'origine, donc sensible à ces questions de randomized control trial et toutes ces choses. Mais ce qu'on a l'air de nous dire, des gens de terrain, c'est attendez, il s'agit de processus. L'important, c'est que les gens se concertent entre eux. Et finalement, toute l'utilisation de la batterie d'indicateurs scientifiques et de méthodes très chiffrées, très scientifiques, entre guillemets, est-ce que ce n'est pas une recherche autant de justification de l'action qu'une méthode d'indicateur pour guider cette action? Et donc, si on lève un petit peu la pression de justification scientifique, est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques qui marchent pas mal pour persuader les gens de s'y mettre, de continuer malgré les échecs? Quelle est la part, on va dire, de rhétorique dans l'utilisation de ces méthodes quantifiées? Et sur le même sujet, on a quelqu'un qui demande sur Internet si l'outil qui a été présenté par Morgane a notamment pour objectif ou pour effet peut-être de faciliter l'acceptabilité des projets par le public. Pour l'instant, la question de l'acceptabilité pour le public n'a pas forcément été pensée. Non, c'est vraiment un outil dont les résultats sont destinés pour l'aménageur, beaucoup plus dans sa prise de décision, plus que pour venir justifier, on va dire, publiquement des choix de conception. La remarque qui était faite par Saadi m'a fait penser à une autre recherche menée au CSTB sur le projet Ascense, où en fait on avait regardé comment la question de la transition énergétique intégrait les documents d'urbanisme. Et on avait fait un peu le bilan de toutes les méthodes qui pouvaient exister. Puis en fait, on s'aperçoit qu'il existe, limite chaque collectivité a sa propre méthode. Et ça nous avait énormément interrogés. Il aurait fallu une seconde recherche pour pouvoir traiter de la question, mais on s'était dit finalement, c'est peut-être ce moment d'échange entre les différentes parties prenantes qui se met en place pour créer une nouvelle méthode autour du territoire, sur ses enjeux, sur les indicateurs qui seraient nécessaires. C'est peut-être tout ce moment de création de la méthode qui était clé en fait pour faire adhérer finalement les différents acteurs du territoire dans cette dynamique de transition énergétique, et que la finalité, c'était plus justement de créer cette adhésion vers la transition énergétique écologique du territoire que la méthode en elle-même. Et que la méthode, en fait, certes, c'était un résultat, mais c'était peut-être que 20% du résultat, que tout l'enjeu avait été de réussir à faire adhérer toutes ces différentes parties prenantes au moment de la création de cette méthode, de s'accorder sur les enjeux, de s'accorder sur les indicateurs. Donc, en effet, parfois, la méthode ou l'outil ou la création d'une méthode ou d'un outil peut être plus un prétexte qu'une réelle finalité. Alors, on n'avait pas pu creuser cette hypothèse que l'on avait faite, mais ça nous semblait une hypothèse plutôt pertinente du fait de la quantité assez importante de méthodes qui existent aujourd'hui
dans les différents territoires. Ne serait-ce que parce que ça oblige à se mettre d'accord sur les objectifs Oui. et la vision partagée, quoi. Ce qui est essentiel pour qu'il puisse y avoir une coopération. C'est la base, oui. Lorsqu'on fait une évaluation, traditionnellement, on dit une évaluation, ça sert soit pour être redevable, pour de la redevabilité, accountability ou les apprentissages que l'on peut acquérir. C'est de moins en moins vrai parce qu'en réalité, une évaluation, ça sert aussi à générer des connaissances en tant que telles qui peuvent être utilisées par ailleurs. Et puis, c'est un processus, et c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est que le processus d'évaluation en tant que tel, c'est quelque chose que l'on peut faire. Mais si je reviens sur ce redevabilité contre l'apprentissage, bah oui, d'abord, je dis bien contre. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas du tout la même évaluation qui permet de rendre compte d'un projet et de rendre compte de ses promesses, et une évaluation qui permet d'apprendre collectivement pour améliorer. Je ne pense pas que quand la Cour des comptes fait une évaluation, les parties prenantes elles soient dans une logique d'apprentissage. Hein. Elles ont la trouille de se faire allumer. Je ne suis pas contre le principe d'une évaluation de redevabilité. On vient d'évaluer un tramway, ses impacts 10 ans après. Voilà, on montre que si on regarde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en réalité, son bilan, il n'est pas dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est important, c'est intéressant parce que ça permet d'éviter aussi des discours. On dirait, bah oui, un tramway, c'est forcément bien pour les émissions de gaz à effet de serre. Bah non, ça dépend du contexte, ça dépend de comment l'électricité est générée, ça dépend si on remplace des voitures ou des gens qui marchent à pied. Et c'est pas forcément grave. C'est-à-dire que dans cette ville, si des gens qui étaient obligés de marcher pendant une demi-heure tous les matins pour aller travailler peuvent prendre le tramway, bah c'est super en fait. C'est juste que le critère émission de gaz à effet de serre, là-dessus, on n'est pas bien. Par contre, et puis oui, ça peut même être dangereux d'utiliser des indicateurs comme ça. Je pense à un exemple très récent, c'est les territoires zéro chômeur de longue durée. Bon, bah, évaluer les territoires zéro chômeur de longue durée juste à la création d'emplois, c'est un désastre. Ça sert pas à ça, ça sert à changer la façon dont on a un rapport à l'emploi sur un territoire. Donc si on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Ça, c'est une chose. Sur les apprentissages, un enjeu qui est très important dans ces démarches de transition, c'est qu'elles sont dans une logique de récit, de narration, justement pour être sur un contre-récit de ce qu'il faut faire à l'avenir. Et nous, en tant qu'évaluateurs, on a beaucoup appris de ça. C'est-à-dire que, quelque part, on pensait que notre légitimité, notre crédibilité, elle venait du fait qu'on amenait des résultats chiants, quoi. Mais avec toutes les hypothèses les unes après les autres, quoi. Enfin, c'était sérieux. Je pense qu'une des choses qu'on a appris avec ces initiatives de transition, c'est que ça se traduit des résultats d'évaluation pour que ça soit utile. On ne peut pas compter sur le fait qu'une donnée, qu'une information, qu'une connaissance qui a été acquise devienne quelque chose dont on fait quelque chose. Il y a forcément un processus de traduction. Il se trouve que dans le Nord-Pas-de-Calais, ça a pris la forme, mes collègues ont fait une recherche-action avec d'autres communes, justement, où on présentait les résultats de ce qui avait été fait à l'os. Et ils discutaient ça dans leur propre contexte pour voir ce qu'ils en tiraient, qui était réellement utile pour eux et comment ils allaient le faire. Et là, forcément, ça marche beaucoup mieux qu'un rapport d'évaluation. Donc, quelque part, ce qu'on oublie, c'est que l'évaluation au sens l'analyse d'un certain nombre d'hypothèses et même le jugement qu'on fait dessus, c'est que le début du travail. Et à la limite, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de porter les résultats de cette évaluation pour en faire quelque chose. Avant de passer la parole à Margot, parce qu'on a encore des questions du public, je voulais revenir sur cette question des récits parce qu'elle est apparue très clairement au cours des ateliers des 6 et 7 février, alors que ce n'est pas quelque chose sur lequel on met souvent l'accent quand on parle d'évaluation. Ça apparaît absolument fondamental. C'est-à-dire que le récit, c'est non seulement quelque chose qui motive, mais c'est quelque chose qui crée de la communauté. Une communauté, c'est un ensemble de gens qui se créent un destin commun avec un passé commun et tout ça, ça peut être fantasmé, mais ça passe par le récit. Et les gens du terrain nous ont dit c'est très important. Il y a un papier qui est en train de se préparer sur les récits pour le numéro spécial de Sustainability, pour lequel je fais de la pub, entre parenthèses, en ce moment, et n'hésitez pas à nous proposer des articles. Et cette question de la mise en récit, c'est probablement quelque chose qui devrait être encouragé systématiquement comme
de la production de résilience parce que c'est de la production de communauté et on a vu que la production de communauté était indispensable pour que se produisent toutes les actions résilientes au moment où la crise arrive et pas seulement au moment où la crise arrive mais aussi pour les stress chroniques. Et est-ce que c'est quelque chose qui existe dans certaines méthodes où il y a une case à cocher, fabrication de récits, existence d'un récit Alors, c'est des choses qu'on commence à voir apparaître. Il me semble que dans le dernier plan climat de la ville de Paris, il y avait ce côté un peu mise en récit, on fait parler des citoyens, etc. Donc, on sent que c'est quelque chose cette idée de mise en récit, c'est quelque chose qui percole. Après, je pense que c'est très lié aussi à la sensibilité que peuvent avoir des personnes, à la pluridisciplinarité, c'est-à-dire réussir à faire dialoguer des ingénieurs, des urbanistes, des sociologues, des psychologues, etc. Et pour ça, tout le monde n'a pas forcément ce réflexe d'aller chercher ce que l'autre peut venir nous apporter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis dans un institut qui est plus fortement composé d'ingénieurs, mais c'est toujours très très riche quand on réussit à mettre en place ce dialogue avec des sociologues et des urbanistes, parce que souvent ça nous apporte un regard auquel on ne pense pas. Cette question de mise en récit, elle est assez essentielle. Donc c'est quelque chose qu'on travaille progressivement, mais c'est vrai que ce n'est pas systématique aujourd'hui. Je peux ajouter un complément par rapport à la réponse de Morgane. En fait, je pensais que tu allais parler de la thèse de Charlotte Tardieu dans le temps, parce que ce n'était pas du récit, mais c'était des entretiens avec les porteurs de projets a posteriori. C'est-à-dire, finalement, ils ont élaboré des projets, en l'occurrence pas loin d'ici, le projet à Paris-Rive-Gauche, par exemple, et ils racontaient les difficultés rencontrées. C'est du récit fait a posteriori, mais qui était très enrichissant parce que ça allait dans le sens que tu décrivais, c'est-à-dire finalement créer une communauté autour de ces questions de prise en compte de l'énergie dans la conception urbaine. Et je pense que c'était très utile pour une communauté qui s'est constituée autour de la place des sciences sociales dans la question de la conception énergétique, qui est très complémentaire par rapport à ce que disait Morgane sur les outils de modélisation. Mais ce n'est pas du récit exactement parce qu'il est fait souvent dans les sciences de l'ingénieur, souvent on raconte les choses après et on capitalise sur les difficultés rencontrées ou sur les réussites, souvent d'ailleurs plus sur les réussites que sur les échecs. Mais bon. Thomas, tu voulais dire quelque chose ou je peux te poser une question? En un mot, la dernière étape du récit de l'analyse de contribution, c'est le récit de contribution, contribution story. Sauf qu'au début, on le prenait comme, je prends chaque paquet causal, donc chaque étape, de ma théorie du changement et je dis où on en est, etc. Et aujourd'hui, on s'en sert comme un récit. Et vraiment au sens d'une histoire, au sens où ça, c'est quelque chose que l'on va retenir. Et on assume, entre guillemets, notre rôle de donner un sens d'ensemble. Je parlais d'évaluation de tramway. Là qu'on vient de terminer, c'est une évaluation extraordinairement complexe parce qu'on a été regarder un peu tous les aspects dans lesquels ces tramways étaient susceptibles d'avoir des conséquences sur la ville. On termine avec un récit de 8 pages et ce récit, c'est pas une synthèse et c'est pas de la com. C'est ce passage entre les deux qui est un peu difficile et à la limite, ce qui serait, je pense, vraiment amusant, c'est d'amener des évaluations à des écrivains, des écrivaines et leur dire, vous en faites quoi maintenant de ça? Vous le racontez comment? Et la force du récit, je suis complètement d'accord avec Sadie, c'est quelque chose de très fort, mais à tel point que nous, dans l'évaluation à l'os, ça a été un obstacle. C'est-à-dire que les gens, quand on leur demandait comment ça marchait, ils commençaient par nous sortir le récit de l'os. Non, mais on l'a lu, c'est bon, on le sait, ça. Et c'était aussi un peu un mécanisme de défense par rapport à l'évaluateur. C'est-à-dire, je vais lui raconter la façon dont on a décidé qu'on allait le raconter. Et ce récit était tellement fort que tout le monde le disait de la même façon. Et donc après, il fallait aller un petit peu en profondeur pour dire oui, mais en vrai, il s'est passé quoi, hein? Alors du coup, Margot, vas-y. Oui, on a 3 questions encore sur Internet et on voulait demander aussi aux personnes qui sont présentes dans la salle si personne n'avait de questions. Pour rappel, vous pouvez aller vous exprimer au micro qui est juste là. Faites-nous signe si vous voulez prendre la parole. Une question qui revient sur les indicateurs. On en a 2 questions qui reviennent sur les indicateurs. Pour Thomas, sur la méthode d'analyse des contributions, est-ce que des indicateurs sont définis au préalable avant le processus d'évaluation et est-ce qu'il est possible d'en extraire après?
Et pour Morgane, est-ce que les indicateurs sont mesurés avec des données qui sont en open data? Est-ce que le logiciel est en open source? Rapidement, un des enjeux de l'analyse de contribution, ça va être, je ne l'ai pas exprimé en détail, mais on fait une mesure des changements. C'est-à-dire qu'on essaie de dire qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, on teste nos hypothèses, c'est-à-dire comment est-ce que l'intervention est susceptible d'avoir eu des effets sur ces changements. Donc, si par exemple, je demande est-ce que le tramway a eu des conséquences sur le marché de l'immobilier, je vais d'abord essayer de faire des mesures du marché de l'immobilier. Et quand vous êtes dans un pays en développement, ce qui était notre cas pour notre tramway, des mesures, il n'y en a pas. Hein. Donc, on est sur des choses qui sont très limitées. Et par ailleurs, la façon, les indicateurs que l'on va choisir ne vont pas forcément mesurer exactement la même chose. Ceci dit, c'est un enjeu majeur. Nous, on considère que faire une analyse de contribution, si on n'est pas capable de faire des mesures du changement, ça veut dire qu'on va passer un temps démesuré à simplement essayer de faire cette mesure des changements. Et l'analyse de contribution elle va être vraiment intéressante quand on a déjà fait ce travail en amont de réfléchir aux changements importants sur un territoire, sur des groupes sociaux, etc., et que l'on est capable d'en avoir une mesure pour que l'on puisse vraiment se concentrer sur comment est-ce que on a eu ou pas de conséquences sur ces grands changements. Et très souvent, on va être dans une situation où on n'a pas d'impact. C'est-à-dire qu'on est capable de montrer que tout simplement, les changements ils sont liés à des facteurs beaucoup plus importants que nos interventions. Et plus on est sur des grands enjeux, plus souvent ça arrive. Non, Urban Print n'est pas en open source ni en open data, mais en fait, comme il applique la méthode Quartier E+C-, donc qui est développée dans le cadre d'un projet financé par l'ADEME, la méthode va être publique et la méthode va permettre de décrire l'ensemble des modèles sur lesquels ça s'appuie, l'ensemble des bases de données qui peuvent être nécessaires. Et donc, les personnes pourront avoir le détail, la description finalement du fonctionnement de la méthode Quartier E+C-, donc qui est appliquée dans le cadre d'Urban Print. Mais sinon, Urban Print en lui-même n'est pas en open data et en open source. Marc Villet, tu avais une question? Parfait. Alors, j'avais deux petites questions. Une pour Thomas, tout d'abord, vous parliez de calcul de la probabilité de l'impact d'un essai. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur comment est-ce comment est-ce que vous procédez en la matière? Et après, j'avais une petite question pour Morgane concernant un cas d'étude peut-être emblématique de Urban Print a été mis en œuvre. Est-ce qu'il y a actuellement un cas connu ou sur lequel il y a des informations en diffusion ou qu'il est prévu de diffuser? Contribution. Nous, on a une démarche assez artisanale sur cette probabilité. C'est-à-dire qu'on va regarder simplement tous les éléments de preuve que l'on a et on va voir si on arrive à avoir suffisamment de choses, suffisamment solides à travers un certain nombre de tests empiriques pour dire est-ce que la probabilité est très très forte ou pas. Il y a une chercheuse qui s'appelle Barbara Befani qui, elle, a été chercheuse, travaille sur ces méthodes-là et elle a poussé la démarche beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'elle utilise des statistiques bayésiennes pour essayer de définir ce degré de probabilité. Ce qui est très intéressant, ce qui est aussi très compliqué, parce que je pense qu'avec statistiques bayésiennes, on perd à peu près les 3/4 des gens, sauf peut-être les ingénieurs, et donc qui là est dans une logique où on est dans de la mesure de la probabilité. Et la mesure de la probabilité, elle ouvre des voies derrière sur un enjeu qui est très important, notamment pour des gros bailleurs internationaux, qui est la question de la quantification. Aujourd'hui, on a écrit un papier là-dessus, analyse de contribution et quantification des impacts ne vont pas forcément très bien ensemble. Et là, un des enjeux, c'est que pour notamment des bailleurs donc, qui sont sur des montants financiers, ils recherchent de la quantification et donc cette probabilité peut ouvrir ça. Ça amène quand même à des discussions justement sur les paradigmes et sur ce que l'on peut, sur la façon dont on définit l'impact qui sont pas évidents. Mais ça, ce sont des choses vraiment qui sont discutées en ce moment. Alors, sur les cas d'études, c'est quelque chose qu'en fait, on vient de débuter. Il va y avoir un peu différents cadres. Donc, dans le cadre du projet Quartier E+C-, il était prévu ce qu'on a appelé des opérations pilotes, 8 opérations pilotes, donc sur lesquelles on va venir
tester l'outil UrbanPrint et notamment aussi s'appuyer sur ces opérations pilotes pour définir avec les aménageurs potentiellement les nouvelles fonctionnalités qui seraient nécessaires d'implémenter dans UrbanPrint. Et à partir de l'année prochaine, il y a également 22 opérations qui vont être utilisées, qui vont permettre d'utiliser UrbanPrint, pareil, dans le cadre d'un projet financé par l'ADEME. Et il y a un certain nombre de partenariats qu'on a commencé à mettre en place avec Efficacity et notamment CSTB qui co-développe avec nous l'outil UrbanPrint pour avoir justement ces cas d'études. Aujourd'hui, les quelques cas d'études qu'on avait, ce n'était pas forcément sur UrbanPrint dans sa version actuelle, c'est-à-dire qu'on a déjà pré-testé quelques modèles de calcul qui sont présents dans UrbanPrint avec certains de nos partenaires, mais ce n'est pas des informations qui sont aujourd'hui publiques. Voilà. J'essayais depuis tout à l'heure de trouver des complémentarités entre les deux approches. J'en trouve pas mal, mais juste une question pour être sûr qu'il y a cette convergence au niveau spatial. Autant sur les outils d'analyse cycle de vie, on voit bien une carte avec le périmètre du projet urbain qu'on va évaluer. Les méthodes de contribution, est-ce que à partir de vos retours d'expérience, vous pouvez dire où est-ce qu'elle s'applique mieux? Est-ce que c'est à l'échelle régionale? Est-ce que c'est à l'échelle d'une agglomération comme Dunkerque? Parce que Dunkerque, c'est assez compliqué quand même comme territoire. Grande-Synthe, on prend comme exemple comme quoi c'est la banlieue de Dunkerque, mais qui communique pas avec Dunkerque. Alors du coup, c'est original quand on regarde sur une carte et c'est l'exemple que tu as pris vraiment pour illustrer le propos. Alors je sais pas trop si c'est un choix délibéré ou les méthodes de contribution, elle peut aller à l'échelle régionale. C'est parce que qui a commandé l'étude? C'était la région ou c'était l'agglomération? C'est l'ADEME et la ville. D'accord. C'est l'ADEME et la ville. Et oui, j'ai cité Grande-Synthe parce que c'est le tout dernier. Mes collègues étaient en comité de pilotage cette semaine pour la fin de cette évaluation. Après, le champ privilégié, c'est justement des choses qui sont très larges. Là où on a été le plus loin, c'est quand on a fait l'analyse de la contribution de la recherche à la gestion durable des forêts dans le bassin du Congo de 1993 à 2013. Bon, voilà, c'est-à-dire que on est sur des choses qui sont inévaluables. On sait, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois on sait que la recherche a eu des contributions à cette gestion durable des forêts, mais qu'on est absolument incapable d'attribuer. On sait très bien que l'état de la forêt n'est pas directement lié à la recherche, il n'y a pas une liaison directe. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est justement cette logique multiscalaire. L'analyse de contribution, elle a cet avantage d'être assez ouverte, c'est-à-dire que plus il y a d'évaluations qui ont été faites à différents niveaux, plus elle peut travailler facilement. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a ce travail en amont sur n'importe quel projet, de se dire, mais OK, c'est quoi les conséquences de mon projet, sur quoi je dois agir, on retrouve avec une masse d'hypothèses et de façons de faire des mesures qui est énorme, qui permet de bien travailler. Ce qui est extrêmement difficile pour faire une analyse de contribution, c'est quand il n'y a pas eu ce travail en amont. Sur la gestion durable des forêts dans le bassin du Congo, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait des tonnes de papiers de recherche existants. Et donc, des mesures des changements, on les avait. Donc, on pouvait vraiment se concentrer sur comment est-ce que la recherche avait contribué à l'état des forêts dans ce bassin. Merci beaucoup Thomas Delahaye et Morgane Colombert. Il nous restait une question, mais malheureusement, on n'a plus le temps. On va faire une petite pause, uniquement 15 minutes aujourd'hui, pas une demi-heure comme les jours précédents. Et puis, on reprendra avec une conférence de Serge Tisseron juste après. À tout de suite. À 15h30, heure de Paris.